Hello à tous, ici Gabriel Zanto et bienvenue dans un nouvel épisode de La French Touch. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, j'interviewe des personnalités du monde du produit et du design français. En effet, aujourd'hui, lorsqu'on parle de produit ou design, les références restent inlassablement les mêmes. Apple, Google, Intercom, Airbnb, Amazon, Spotify, bref. Certes, ces entreprises ont réussi à s'ériger en géants mondiaux, mais l'écosystème français est, je trouve, aujourd'hui suffisamment riche et diversifié pour que nous puissions nous aussi nous exprimer sur ces sujets en toute fierté. Mieux encore, certains de nos compatriotes ont des postes extrêmement intéressants et importants au sein de ces grandes entreprises, comme c'est le cas de mon invité aujourd'hui. Alors pendant environ 1 heure, j'essaye de mieux comprendre leur parcours, leurs envies et leurs défis au quotidien. On parle également de problématiques très concrètes qu'ils rencontrent dans leurs entreprises. Ça peut être sur le branding, sur l'organisation des équipes, la mise en place d'un design system, ou tout autre sujet de leur quotidien. Mon objectif, c'est que vous découvriez une nouvelle personnalité, son parcours, ses conseils, et que vous puissiez vous les approprier pour vos propres projets, vos équipes, ou tout simplement dans votre vie. Alors j'essaie de publier un épisode 1 fois par semaine. Vous retrouverez aussi les références ou les citations sur le site qui est en lien dans le descriptif de cet épisode. Voilà, j'en profite pour remercier toutes les personnes qui ont laissé une note ou un commentaire sur iTunes pour soutenir le podcast. Un grand merci à vous, ça fait très plaisir, ça motive et ça m'aide à le faire connaître. Pour ceux qui n'ont pas encore franchi le pas, surtout si à la fin de l'épisode vous vous dites que le podcast n'est pas si mal, n'hésitez pas à le faire. Et pensez d'ailleurs à vous abonner sur iTunes ou Google Podcast pour être bien sûr d'être notifié de la sortie d'un nouvel épisode. Voilà, passons maintenant à notre invité. J'ai la chance de recevoir dans cet épisode Jean-Marc Denis, Product Design Manager chez Facebook Messenger. Jean-Marc est sans aucun doute l'une des personnalités les plus connues dans le monde du product design français. Aussi loin que je puisse remonter dans mon propre parcours de pseudo-designer, j'ai toujours suivi ce qu'il faisait. Il fait partie de cette catégorie de personnes absolument passionnées par leur métier, et c'était donc un grand plaisir pour moi que de pouvoir l'interviewer. Jean-Marc a été le designer de Sparrow, l'application mail rachetée par Google en 2012. Il a notamment travaillé sur Gmail, Inbox, puis Daydream, avant de rejoindre Facebook sur Messenger. Jean-Marc est toujours dans une dynamique d'apprentissage, et depuis quelques années maintenant, il se passionne, pendant son temps libre, pour tout ce qui touche à la 3D, la VR et l'AR. Il a écrit plusieurs articles d'ailleurs sur le sujet sur Medium, et vous pouvez aussi vous en rendre compte depuis son site web, jmd.im, et surtout sur son compte Instagram sous le pseudonyme Jean-Marc. Voilà, encore un grand merci à lui pour son temps et pour cette discussion extrêmement intéressante entre San Francisco et Paris. Belle écoute à vous, en compagnie de Jean-Marc Denis. Merci beaucoup Jean-Marc de venir sur la French Touch podcast. C'est vraiment un plaisir et un grand honneur. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais commencer par une anecdote. Généralement, j'aime bien préparer un minimum, évidemment, mes entretiens. Et le premier truc que je fais, c'est commencer par taper le nom sur Google. J'ai tapé ton nom sur Google, j'ai eu un choc. Est-ce que tu sais combien il y a de résultats sur ton nom ? Essaie de deviner. Absolument pas. Non. Pour info, je vais te dire, moi, j'ai tapé le mien, donc c'est pas de manière égocentrique, mais j'étais hyper fier. J'avais genre 200 000 résultats. Oh waouh. Toi, il y en a plus de 35 millions. 35 000, ouais, mais parce qu'il y a des gens qui s'appellent Jean-Marc Denis, c'est un nom commun, non ? Alors je me suis dit, il est connu, mais quand même à ce point, c'est quand même énorme. Je suis allé taper sur la 6e page. Je me suis retrouvé au milieu de la 6e page avec un épisode du podcast Design Details. Oh, belle. Que tu avais enregistré en 2015 avec Sébastien Gabriel. Ouais, et tout à fait. Voilà, que j'ai interviewé la semaine dernière. Donc, c'est la probabilité pour qu'on tombe sur un truc comme ça. Juste énorme. Le monde est petit. C'est les astres qui s'alignent, ouais. Je joue pas mal avec Seb, on se connaît pas mal et on partage pas mal de temps ensemble. Ok. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas, donc tu es surtout connu pour avoir été au départ le principal, voire l'unique product designer de l'application Sparrow, qui a été racheté par Google en 2012. Donc tu as travaillé chez Google à la fois sur Gmail, sur iOS et Android, en tant que lead interaction designer, et tu es aussi l'artisan d'Inbox, qui est en fait une version alternative et plus intuitive de Gmail. Avant de t'orienter vers la VR en tant que senior immersive designer, notamment. Le titre qui ne veut rien dire, mais ça
Ça sonne plutôt pas mal. On reviendra sur Immersive Design, je trouve ça hyper intéressant. Donc sur Cardboard et après sur Daydream Home, notamment. En 2016, tu rejoins Facebook et depuis, donc, tu manages une équipe de product designers sur Facebook Messenger. Absolument. Ouais. Tu as fait aussi pas mal de freelance. Et tu es l'auteur, entre autres, de sketchdesign.io, qui était un masterclass sur Sketch. D'ailleurs, j'ai encore des vidéos de tes cours sur mon ordinateur. Merci. Tu es aussi et surtout passionné par la 3D, AR, VR, et donc tu l'explores sous beaucoup de formes. Donc on peut le voir dans tes posts Instagram, dans les vidéos. Tu as aussi un groupe Facebook qui s'appelle Immersive Design. Si je me trompe pas, avec un peu plus de pratiquement 700 membres. Du coup, je vais commencer par une question qui est peut-être un peu surprenante, mais pourquoi t'as pas travaillé full-time chez Facebook dans la VR, chez Oculus par exemple? C'est une très bonne question, et c'est une question qu'on me pose assez souvent. D'accord. L'idée derrière ça, c'est que je voulais explorer. En fait, tu sais, des fois, tu peux être passionné par des choses et t'as pas forcément envie d'en faire ton métier. Ouais. Et en fait, la VR, c'est hyper vague et complexe comme monde en fait, parce que la VR, tu sais, ça peut être qu'est-ce que tu fais dans la VR en fait, quoi. Est-ce que tu es interaction designer? Est-ce que tu t'occupes du motion? Est-ce que tu t'occupes du genre plus de l'ergonomie, tu sais, à quelle distance doivent être les choses, à quelle profondeur, la taille des fontes, etc., etc. Est-ce que ça va être plus sur l'interaction, quand tu cliques sur quelque chose, qu'est-ce qui arrive, etc. Donc c'est quand même un monde assez vaste. Ouais. Et l'expérience que j'ai eue à Google en fait avec la VR, qui était une espèce de révélation pour moi, parce que j'ai pu comprendre ce que c'était la VR et quels étaient les domaines de compétences qu'il fallait et les métiers qui étaient un petit peu rattachés à la VR. Et donc dans la VR, moi ce qui m'a vraiment intéressé, c'était ce côté un petit peu 3D, créer des frames ou des animations en fait qui tu vois qui te permettent de t'exprimer et d'explorer des choses un peu cool, quoi. Moi j'adore la science-fiction, j'adore les mondes un peu, tu sais, Blade Runner, des artistes comme, je sais pas, il y a beaucoup d'artistes dans ce délire-là, et c'est pas quelque chose que tu peux faire tous les jours dans la VR si tu bosses chez Oculus, par exemple. D'accord. C'est quoi? C'est un côté très opérationnel, c'est quoi? Pourquoi? C'est pas tellement exploratoire. Moi, ce que j'aime bien dans la VR, ça va être plutôt concept artiste, ce qui s'appelle. Donc, ça va être, dans quel monde tu vas être, quel va être le style des mondes, quelle va être la palette des couleurs, quel va être le style des personnages, s'il y a des personnages, quel va être le style des avatars. Et en tant que product designer dans la VR, tu vas plutôt être amené à bosser sur... c'est un petit peu comme sur le mobile en fait, hein. Si on peut faire le parallèle 2 secondes, tu vas avoir des gens spécialisés dans le visual design, tu vas avoir des gens spécialisés dans le prototyping, des gens spécialisés dans le UX. Maintenant en fait le métier de product designer est arrivé à une telle maturité que et les outils aussi, hein, faut pas l'oublier, que les outils nous permettent de pouvoir maîtriser un petit peu end-to-end, pardon. Si, de bout en bout. Je vais faire ça beaucoup. C'est pas parce que Jean-Claude Van Damme, je suis fan de Jean-Claude Van Damme, mais c'est hyper dur des fois de traduire en français. Dis-le en anglais, prends pas la tête. Parce que, je pense de toute façon, les auditeurs dans le monde du produit et design, je pense que l'anglais ça va, c'est pas un souci. Ouais, j'imagine. Je vais quand même essayer de me forcer à parler un peu plus français. Mais donc des expériences de bout en bout, on arrive à vraiment les maîtriser, quoi. Tu peux aller sur Sketch, tu vas sur Framer, tu peux aller sur After Effects. Mais dans la VR, on n'a pas encore cette maturité où une personne peut faire tout ça. Parce que et ça devient un peu plus complexe aussi, si tu imagines. Oui, bien sûr. Moi, j'ai mon frère, j'ai mon frère qui travaille dans le matte painting. Il travaille dans des studios d'effets spéciaux, MPC, Rodeo. Enfin, il a travaillé sur les films de Ridley Scott, etc. Énorme. Et effectivement, en fait, tu as des spécialisations qui font que c'est impossible d'être un espèce de full stack de la 3D ou de la VR ou de l'AR. C'est impossible. Ça me maîtriserait... Enfin, je sais pas, hein, mais en tout cas, lui est spécialisé dans le matte painting. Il utilise pléthore de logiciels. Je lui demandais d'ailleurs, je lui disais, je vais interviewer Jean-Marc Denis. Alors, il te connaît pas nécessairement parce qu'il est pas dans cet univers, mais je lui disais, voilà ce qu'il fait. Qu'est-ce que t'en penses?
quelles seraient les questions que tu pourrais lui poser? Et alors, il était hyper spécifique en disant la texture, est-ce que c'est toi qui le fais? Pourquoi tu utilises Cinema 4D? Quel intérêt tu vois utiliser, par exemple, le Cinema 4D? Voilà. Une question que j'ai souvent. C'est en venant du monde, j'ai jamais été formé sur la 3D. Enfin, on pourra peut-être y revenir plus tard, mais je n'ai pas de diplôme en fait. T'as quitté l'école et autodidacte, ouais. Autodidacte, quoi. Et tous ces logiciels de 3D, quand tu les ouvres, ça te fait suer un petit peu, tu vois. Tu transpires un peu, quoi. Tu dis, ok. Exactement. Shit's getting real, quoi. Tu vois, on va y aller, quoi. Mais Maya, c'est le pire, je crois. Maya, c'est Maya, 3ds, c'est un petit peu les plus populaires parce que c'est ce qui sont. C'est les plus puissants aussi, hein, dans purement le modeling. Si tu veux modeler, Cinema 4D va pouvoir te proposer ça, mais si tu veux vraiment te spécialiser, parce qu'il y a des corps de métier, c'est peut-être ce qu'il faut dire aux auditeurs aussi, c'est qu'il y a des gens qui sont uniquement spécialisés dans le modeling. Oui, exactement. Et ils vont passer leur journée de 9h à 19h ou à 20h ou whatever, ils vont passer à modeler des éléments, des personnages, etc. Et même dans le modeling, tu as des gens qui sont spécialisés dans le sculpting, donc ça va être des gens qui vont être spécialisés plus dans moins de hard surface, donc moins de surface, tu vois, genre des spaceships ou des voitures. Il y a des gens qui vont être spécialisés dans les êtres humains, tu vois, dans les créatures. Ouais. Donc même tu vois, il y a énormément de ramifications dans les spécialités. Et pour en revenir à ta question sur Cinema 4D, c'est vrai que le logiciel fait moins peur, quoi. Le logiciel fait moins peur. Et une autre variable qui n'est pas négligeable, c'est les tutoriaux. Enfin, quand tu veux te former toi-même, c'est quelles sont les ressources qui vont être disponibles en ligne. Exactement. Pour tu vois pour faire en sorte que ta learning curve elle soit le plus rapide possible. Ouais. Et ce qui est hyper intéressant avec Cinema 4D, c'est un site que j'ai découvert, que tout le monde doit connaître si les gens touchent Cinema 4D, qui s'appelle Grayscale Gorilla. Ouais. Et ce gars, en fait, il fait des tutoriaux. C'est un peu comme Andrew Kramer sur After Effects, tu sais, Video Copilot. Ouais. Tu vas passer 20 minutes, une demi-heure à faire son tutoriel, mais à la fin, tu vas avoir un truc qui déboîte, quoi. Visuellement, tu vas dire, ah ouais. Je suis trop fort. Ok. Tu dis, je suis trop fort, tu vois, mais c'est pas idiot, mais c'est quand tu réfléchis à qu'est-ce qui te motive à aller à l'étape prochaine. Souvent, ça va être, ok, j'ai réussi à faire un truc, je suis pas si nul que ça, le programme, je comprends un peu ce qui se passe, essayons de le pousser un peu plus, tu vois. Ouais. Donc, tu vas faire un tutoriel, tu vas exactement faire ce que le mec a fait, et tu vas dire, ok, attends, la technique est pas mal, je vais essayer autre chose, ça doit marcher et tu vas avoir une autre idée qui te pop dans l'esprit, tu sais, et tu vas dire, ok, peut-être que ça marche. Et c'est beaucoup d'expérimentation, et c'est ça qui ajoute une valeur incroyable. Et c'est hyper intéressant aussi. J'ai regardé dans tes posts Instagram, il y a quelque chose qui m'a marqué, que j'ai entendu de la bouche de Sébastien quand il me parlait de ces freebies qu'il mettait à disposition, que lui avait étudié. Et tu dis quasiment mot pour mot la même chose. C'était à propos, alors je me souviens plus exactement de qui tu disais ça, mais tu disais, j'ai appris énormément en faisant du reverse engineering sur les techniques du gars. Et tu disais, that's one of the best way to learn, in my opinion. Grave. Et je trouve ça hyper intéressant, cet apprentissage en gros par comment font les gars qui s'y connaissent et comment je peux monter en compétence moi en répliquant ce qu'ils font, quoi. Et alors je suis absolument positif sur cette idée-là. Ouais. Il y a un moment donné, en fait, tu vas essayer de pousser le logiciel, essayer de pousser tes techniques, etc. Mais tu vois, tu n'y arriveras jamais à ce que font d'autres personnes, tu vois. À l'époque, on va prendre la DeLorean et on va remonter un petit peu dans le temps, mais quand j'ai commencé un petit peu le design, il y avait un site qui s'appelait MacThemes 2. Et en gros, c'était que des mecs qui étaient passionnés par le modding des applications sous Mac, quoi. Ok, donc genre les icônes, etc. Et c'était une espèce de dribble où les mecs, ils avaient pas peur de se donner des feedbacks, tu vois, hyper lourds, quoi. Ouais. Mais c'est comme ça que t'avances. En même temps, c'est comme ça que t'avances. Tu montres un truc, tu crois que t'es le king, et le mec, il dit, mais en fait, ton truc, c'est naze. Il te dit, peut-être essaye ça, tu vois, il te donne des constructif. C'est constructif. Constructif. Quand même. Ouais. Alors, très clairement, tous les posts n'étaient pas constructifs. D'accord. Mais au moins, ça te donne un petit reality check et t'es un peu plus, self-aware, je sais pas ce que c'est en français, c'est genre, t'es un peu plus conscient de
Enfin, bon, bref, je sais pas comment on dit en français. Si, ouais, t'es un peu plus conscient de tes limites et de ce sur quoi tu dois progresser, quoi. Exactement. Et du coup, tu te challenges, tu vois, tu dis, ok, le mec, il m'a envoyé un comment qui est pas sympa, mais ok, bouge pas, mec, je vais m'y remettre, je vais y passer ma soirée, et je vais y passer 2-3 jours, et je vais revenir avec quelque chose encore meilleur, quoi. Et ça, tu l'as aujourd'hui, il y a des groupes sur lesquels tu peux t'appuyer quand parce que là, tu vois, Instagram, typiquement, c'est plus en mode démo, démo. Les gens, ils vont liker, mais t'as personne qui va te dire ton nombre est mal foutu. Cool. Alors, c'est assez dur, en fait. C'est vrai que au début, quand j'ai commencé, les gens, c'était pas trop dans le délire de donner des ressources, rien que des fichiers 3D, en fait. Genre, file-moi ton fichier, que je puisse je vais pas le réutiliser, etc. Mais je veux juste regarder comment t'as fait, quoi. Tu vois, je veux essayer de comprendre comment t'es 3 niveaux au-dessus de moi, tu vois. Je suis niveau 1, toi t'es niveau 500. Mec, montre-moi ton fichier et je vais arriver à niveau 2, tu vois, ou niveau 3. Et donc, alors moi je suis sur deux Slack channels où c'est des trucs, c'est motion design ou quelque chose comme ça. Tu peux avoir du feedback, mais ça va plutôt être le feedback, ça va être autocritique, quoi. D'accord. Et enfin dans ce monde-là, après peut-être qu'il y a des choses où moi j'ai pas. C'est difficile en fait aussi même pour du design pur. Dribbble était un petit peu l'endroit où tu pouvais avoir ça, mais maintenant tu sais c'est devenu un petit peu. Comment on dit Kerber, c'est bisounours, quoi. C'est oh super, awesome, great work. C'est ça. Ouais, il y a un générateur de commentaires Dribbble, quoi. C'est vrai. Ouais. Et du coup, tu recherches le feedback constructif sur ton travail d'expérimentation dans la 3D. Ou pas trop. Pas vraiment en fait. Vraiment. Je regarde juste d'autres mecs qui sont vachement plus forts que moi, quoi. Et j'essaie de me dire, ok, j'essaie, tu vois, de déconstruire. Quand le gars me file son fichier, ben, c'est clair, tu comprends, ok, la caméra, il a pas utilisé la même focal length que toi. Il a utilisé cette petite astuce à la noix, tu sais, genre ce petit paramètre qui va faire en sorte que le brouillard, il soit un peu plus dense ou un peu moins dense, et ce qui va donner cette patte à l'image, en fait. Ouais. Et du coup, c'est des trucs. C'est des petits tips and tricks que tu apprends en regardant les fichiers, quoi. Je me demandais, tu as été aussi connu pour les cours que tu as fait sur Sketch et sur la démocratisation que tu as faite chez Google, mais de manière plus générale, vraiment dans le monde autour de Sketch Design. Est-ce qu'il y a l'équivalent de Sketch pour la 3D ou pas? Le plus proche, ça va être Cinema 4D, honnêtement. Ça va être le package 3D le plus approchable en tant que designer. Ouais. Et d'ailleurs, c'est assez marrant. Dans mon équipe chez Messenger, pas mal de gens sont intéressés par la 3D et tu sais, ça les tease un peu ce que je fais. Ils disent, ah putain, c'est cool ce que tu fais, comment tu fais ça et tout. Il faudrait que tu fasses un cours. Et je les ai pris au mot, j'ai amené et j'ai bossé avec un gars que je suis que je connaissais par ses tutoriels en fait. Et il habite à LA. Je lui dis, hey, mec, tu veux pas venir chez Messenger? J'ai genre 20 designers qui sont chauds pour apprendre et du coup je l'ai fait venir et il nous a donné des cours sur Cinema 4D, mais c'est toujours ça c'est génial. Comment il s'appelle? Il s'appelle EJ. Il a un nom un peu composé. Attends, je sais pas. Son site c'est iDesign.com. C'est genre EYEDESYN.com. D'accord. iDesign.com. Et le mec, c'est super cool ce qu'il fait. J'invite les gens à aller regarder parce que il fait de la 3D, mais c'est pas mal d'illustrations. Tu sais, c'est des caractères, c'est des petits personnages, des personnages animés, etc. Et ce qui est hyper cool, c'est que je pense que c'est hyper cool pour les gens qui sont super intéressés par l'illustration, qui nous écoutent et qui se demandent est-ce que la 3D c'est le futur et pourquoi passer en 3D et est-ce que ça vaut le coup. Exactement. Je pense que c'est une super bonne ressource parce que il démontre en fait que une fois que tu as ton monde créé en 3D, t'as juste un potentiel qui est vachement plus, t'as un potentiel ouvert qui est juste incroyable. Et tu peux imaginer que tu peux avoir pas le même angle de caméra, pas les mêmes textures, mais tout ça c'est déjà créé, donc t'as pas à recréer from scratch. Tu vois, si je te montre une illustration que t'as créée sous Illustrator et je te dis ce serait en fait pas mal que l'angle il soit un peu plus vers la droite, tu vois, tu dis hop, fuck, il faut que je recrée tout depuis le début, tu vois. Ouais. En 3D, tu bouges un peu la caméra, hop, tu lances ton render et t'as ta nouvelle frame, quoi. D'accord.
Et du coup, ton équipe, donc de la même manière que tu avais un peu amené Sketch, là, t'amènes ton équipe Facebook Messenger sur la 3D et les gens s'intéressent à ce que tu fais là-dessus. On va revenir à la question de départ quand même, qui était... Oui, pardon, j'ai dû... Non, mais on y est allé ensemble, qui était donc... c'est une passion, ça a été une révélation chez Google avec Daydream. Alors, du coup, c'est c'est quand même une question. Pourquoi passer de Google à Facebook, d'une part, et de lâcher Daydream pour aller sur Messenger? C'est quoi? C'est le vieux côté emailing qui te titille encore? Pour être franc un peu, en fait. Alors, je sais pas à quel point c'est secret, mais je pense que c'est pas secret, c'est pas vraiment secret. Quand je bossais avec Dom, donc je bossais avec Dom, qui était Dominique Leca, qui était le co-founder et qui était un peu le product manager / un peu designer de Sparrow. Oui. Et c'était avec lui que je faisais vachement de ping-pong sur les idées et qu'est-ce que c'est le futur de l'email, etc., etc. Je vois. Et alors, exclusivité que personne n'a jamais su et qu'on n'a jamais vraiment expliqué, mais on avait Sparrow 2 en fait dans les bacs au moment où Google nous a contactés. Oui. Et Sparrow 2 en fait c'était quelque chose qui était l'idée derrière Sparrow 2. Il faudrait que je demande à Dom si c'est cool d'en parler. Mais l'idée derrière Sparrow 2 c'était vachement plus d'orienter l'email sur du temps réel et sur du people centric. Oui. Contre du genre sujet centric, tu vois. Ouais. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en termes un peu plus clairs? Ça veut dire que si tu m'envoies un email et que je suis en ligne, est-ce qu'on a vraiment besoin, tu vois, d'attendre que l'email s'envoie, que je reçoive l'email, que ce soit formaté comme un email avec ta signature, etc., etc. Donc l'idée c'était si on était en ligne toi et moi et qu'on voulait avoir une conversation. Est-ce qu'on pouvait pas switcher, tu vois, cette vue email un peu classique en chat, tu vois? Ok, ouais. Et et en fait, au lieu que tu m'envoies si tu m'envoies un autre mail avec un autre sujet, au lieu d'avoir une autre entité dans l'inbox, pourquoi ne pas changer, tu vois, le topic en fait de avoir des threads dans les personnes et pas avoir des threads. Juste des threads dans l'inbox. C'était pas un peu l'idée aussi derrière Google Wave? Alors, Wave. en partie. Feu Google Wave. C'était un peu l'idée, mais Google Wave, ils ont essayé de faire beaucoup de choses. Ouais. Et pas vraiment au bon moment. C'est un peu le cas d'école, en fait, chez Google. Hein. Si tu joins Google et que tu parles du Google Wave, tu sais, ça devient un peu c'est sujet un peu tabou. Le projet. C'est pas le sujet tabou, en fait. Ils sont hyper cool d'en parler et j'ai appris vachement. Mais c'est clairement le projet où ils sont allés un peu trop all-in, quoi. Tu vois, c'était juste trop tôt. La techno, elle était pas franchement là. C'était le début d'Ajax et tout ça, et c'était pas très. L'expérience utilisateur était pas ouf parce que c'était hyper lent. C'était juste le paradigme était juste trop dur à comprendre, quoi. Ouais. Tu l'avais testé ou pas? Tu avais un peu testé? Ouais. J'étais dessus avec mes potes et c'est vrai que c'était peut-être cet effet de nouveauté où tu l'utilises pendant peut-être une semaine ou deux et après tu dis bon ok laisse tomber le truc. C'est devenu un cauchemar. Oui. Ok. Donc vous aviez cette idée d'une version 2 qui serait temps réel en mode chat, people centric. Okay. Absolument. Et donc, pour finir l'histoire et pour finir l'exclu, donc quand Google nous a contactés, c'était un peu le pitch qu'ils nous ont fait en fait. On leur a dit voilà, nous on est chaud pour venir chez Google, mais on a cette idée et on aimerait vraiment exécuter sur cette idée en fait. Ouais. Attends, je vais juste faire ça. Et on aimerait vraiment exécuter sur cette idée. Et ils nous ont pas mal teasé en nous disant nous on bosse sur un projet qui ressemble vachement à ça, c'est l'idée, etc. etc. Bon, et fun fact, c'était pas vraiment le cas. Enfin, c'était un peu le cas, mais c'était un peu enjolivé, quoi. C'était Inbox? Et c'était un autre produit qui ressemblait un peu à Inbox. Okay. Et donc voilà, on a joint Google et on a un peu bossé sur ça. Et même quand je bossais sur Gmail et sur Inbox, ça a toujours été un petit peu ce fil, c'est pas cette frustration, mais me dire
très clairement, la communication, ça arrive. Enfin, quand c'est en temps réel et que tu peux avoir 2 personnes sur un chat en même temps, tu peux faire des choses que tu ne peux pas faire dans l'email, quoi. Ouais. Et quand Messenger m'a contacté, c'était un moment vraiment propice où je réfléchissais avec Dom, on se disait bon, allez, on se refait un Sparrow, on refait une boîte autour de ça, on n'a jamais pu faire l'idée, etc. Mais tu sais, tu me fais vraiment penser à Denis Crowley, tu sais, de Foursquare, qui est obnubilé par la notion de géolocalisation. Non mais il a fait, non mais enfin c'est valorisant hein, quand je dis ça. C'est le côté, il avait je crois une première startup qui s'appelait Dodgeball et qui a duré 2-3 ans. Ça s'est dissous, ça a été racheté. Bah, il est reparti dans l'idée et il a fait Foursquare. Et à un moment donné, ça allait pas, et ils ont resplitté, il a continué avec Swarm, etc. Donc il y a, je retrouve un peu cette même logique de... Mais c'est vrai que... J'ai mon sujet, quoi. J'ai mon sujet. Ben, c'est vrai que... Il y a ton sujet, mais et puis tu deviens de plus en plus expert et tu as envie d'essayer de plus en plus de choses et tu comprends, plus tu comprends le sujet, plus tu comprends comment résoudre les problèmes utilisateurs et résoudre les problèmes liés à ça et comment améliorer ton produit, tu vois. D'accord. Donc, enfin, je compatis avec lui, je comprends tout à fait comment il ressent le truc. Ok. Et donc, ouais, quand ils t'ont contacté, c'était quelque chose qui était que tu avais en tête ou vous en parliez avec Dom. C'était quoi? C'était en mode est-ce qu'on part de Google et on remonte une boîte? C'était ça? Lui était déjà parti de Google, mais on se teasait pas mal en mode c'était quand même le bon temps, on maîtrisait notre produit, on avançait hyper vite, ce qui n'est pas nécessairement le cas dans ces grandes compagnies, enfin du moins à Google. Enfin c'est pas une critique directe, mais tu vois c'est juste un fait quoi. Quand t'es trois personnes dans une boîte et que tu prends les directions exécutives, c'est autour d'un café le matin et puis bam, l'après-midi c'est fait et c'est implémenté. Dans des grosses boîtes, c'est plus compliqué. Bah, t'as un meeting, 2 meetings, et puis il faut aller voir le PM, il faut aller voir le directeur, et puis machin, truc, et puis après, enfin, tu vois, il faut aller voir que d'autres équipes ne font pas les mêmes trucs que toi. Ouais. Donc c'est juste dû à la nature des grosses entreprises, ce qui n'est pas un mal en soi, mais c'est clair que tu ne bougeras pas aussi vite dans une grande compagnie que dans une start-up. Pardon, vas-y. Pardon, ça. Et tu le retrouves ça chez Facebook aussi ou pas? Alors, très bon segue. Quand ils m'ont contacté, en fait, c'était un des trucs pour moi qui étaient les points essentiels, en fait. Je voulais pas retourner dans une boîte où le processus était le trade-off entre start-up et... Enfin, pas le trade-off, l'écart entre start-up et grosse compagnie était si gros, quoi. Ouais. Encore une fois, Google, c'est hyper grand. Moi, juste pour clarifier les choses, je reflète juste mon expérience que j'ai eue. Je suis sûr que chez Google, tu dois avoir des équipes un peu plus petites qui doivent bosser vachement plus vite. Pour exemple, Daydream, quand j'ai joint l'équipe, c'était encore une équipe assez petite et c'était vraiment dans cette idée-là, quoi. Les mecs, ils étaient à fond, ils faisaient énormément de progrès en très peu de temps. Et il y avait cette idée-là. Donc après, bon, c'est juste que la start-up dans le grand groupe, un peu. Absolument. Et Facebook, le fait dont ils structurent leurs équipes, on va plus retrouver, je travaille directement avec un PM, je travaille directement avec les ingés. D'accord. Et du coup, c'était cet aspect de Facebook et de Messenger qui m'a vachement plu. Et aussi le fait que je pouvais manager une équipe un petit peu plus grande. Et on peut y revenir et en discuter, mais quand tu es un designer et que tu deviens un peu plus senior, tu sais, tu as cette courbe de diminishing return où le temps investi, en fait, tu vas pas impacter plus le produit. Et en gros, quelle est l'étape suivante en tant que designer quand tu deviens senior? Exactement. Pour avoir encore plus d'impact sur le produit et pouvoir, bouger ce gros bateau de droite à gauche, quoi. Ouais. Et du coup, c'est quoi? C'est de passer au management? C'était. Alors, c'est passer au management. En fait, il y a très clairement des trade-offs comme dans tout choix évidemment, mais c'est un peu laisser derrière l'exécution et un peu plus essayer de faire en sorte d'apprendre et de mentorer des designers un peu plus juniors. Et de leur apprendre, tu sais, les fils, pas les fils du métier, je veux pas sonner comme, c'est le vieux roublard, mais en fait, tu leur apprends un petit peu tu leur apprends, ok, en fait, si tu essaies de les faire évoluer et les faire grandir dans leur domaine de compétences, plus rapidement qu'ils l'auraient été seuls, en fait. Ouais. Ça t'aime, ça?
Ouais, c'est un truc que j'aime bien en fait. C'est en tant que designer. Alors encore une fois, je pense que tu peux exécuter toute ta vie et devenir encore meilleur. Et tu vois cette courbe de diminishing return, même si tu l'atteins, tu évolues quand même, quoi. Tu évolues moins vite, certes, mais tu évolues quand même. Donc ce choix, cette voie en fait, elle est absolument viable. Ouais. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était un petit peu aussi donner de mon expérience aux autres. Je sais pas si en vieillissant, tu vois, c'est quelque chose que t'as envie de donner davantage, ouais, effectivement. C'est give it back. Moi, j'ai jamais été à l'école. J'ai appris tout seul et tu vois, tu dis j'ai appris des trucs. Je pense que ça peut te servir, tu vois. Et être manager, moi, je le vois un peu comme ça. J'approche mon style de management, je l'approche un peu comme ça, où je dis pas quoi faire. Ouais. Je laisse énormément de liberté. Ouais. Mais j'essaie de les faire réfléchir à d'autres solutions ou à d'autres angles. Je les aide à identifier, à être un petit peu conscient de leurs compétences et de des choses sur lesquelles ils peuvent s'améliorer. Ouais. Et voilà, enfin moi c'est un peu quelque chose qui me tient à cœur. Et c'est quoi les challenges que tu rencontres toi en tant que manager? C'est une très bonne question et il y en a pas mal. La vie n'est pas noire et blanche. Mais en gros, et si je dois avoir une approche un petit peu plus holistique à la question, ouais. Je pense que tu vas avoir les people problèmes, ça va être les problèmes personnels, ouais. Puis après tu vas avoir plus le skill problème. Ouais. Okay, donc les people problèmes, ça va être c'est des trucs. Ma copine, en fait, elle habite à l'autre bout du monde. J'arrive pas à me focaliser sur mon travail. Je suis un petit peu trop introverti. J'arrive pas à montrer le travail que j'arrive à faire durant les critiques. C'est le côté un peu social du. Absolument, le côté hyper social, en fait. Tu vois, genre, je m'entends pas bien avec ce designer. Ça peut sembler un peu irréel comme thème, mais... Ouais, mais c'est une sacrée question, ça. Tu fais comment quand t'as un membre de ton équipe qui te dit j'ai du mal avec telle personne? Comment tu gères ça, toi? Je sais pas, je vais avoir un enfant bientôt. J'ai jamais eu d'enfant, mais tu joues au papa et à la maman, quoi. C'est ok, écoute, pourquoi, qu'est-ce qui se passe? C'est de débugger le truc, tu vois. C'est ce que tu fais en product design et en UI UX, et t'essayes de faire un peu d'appliquer la même recette avec les personnes. C'est le côté vachement plus humain, quoi. Il faut être faire preuve d'empathie et voilà, il faut juste se mettre au niveau de la personne et comprendre ce qui se passe, quoi. Ok. Pourquoi ça marche pas avec cette personne? D'accord, elle a un fort caractère. Ok, tu vas parler à l'autre personne, tu dis écoute, ce qui serait cool, c'est, tu vois, j'ai eu des feedbacks comme quoi quand tu es dans une pièce avec d'autres personnes, tu prends peut-être un petit peu trop le pas, essaye d'écouter, c'est un axe de développement pour toi. Ce genre d'idée, quoi. Ça, c'est sur la partie people, et sur la partie skills, j'imagine que c'est plus facile. Vu ton expérience, ta seniorité, c'est plus facile de les aider à s'améliorer là-dessus, ou t'as quand même... parce que, déjà, t'as une équipe de combien de personnes, pour être Donc clair? Là, j'ai un manager qui a deux personnes, et en rapport direct, je pense que je dois être à 7. Ok, ouais, ça fait 10 personnes. Ouais, quelque chose comme ça. L'autre manager avec qui je bosse, Jeremy Goldberg, il est juste incroyable. Donc, c'est ça aussi de s'entourer de personnes en qui tu as confiance. Personnellement, je sais qu'il fait un super bon boulot et j'ai eu une confiance aveugle. Donc, il est hyper low maintenance, tu vois. Il fait son taf, je sais qu'il fera un bon taf. Je sais qu'il viendra à moi quand il y aura un petit peu avant que ce soit le code rouge, et du coup, on peut bosser ensemble pour débugger un petit peu les situations. Mais pour en revenir à ta question sur la partie skills, sur la partie skill, c'est clairement peut-être un peu plus facile, mais il y a certains skill sets qui sont un peu plus difficiles la learning curve, elle est un peu plus complexe. Pour du product design, genre product thinking, ok, genre voilà le gros tableau, voilà comment certaines parties de l'application fonctionnent. Ça va être un combo de sens commun et de logique. Et ça, c'est pas hyper compliqué à grandir comme muscle, quoi. C'est à grossir comme muscle. C'est quelque chose que tu peux vraiment travailler. Il y a des parties qui sont un peu plus... Prototyping, c'est pareil. Prendre des cours de prototyping, passe-y 2-3 soirées, et puis tu vois, tu deviendras meilleur. Tu te donnes des buts assez faciles. Je pense que le skill qui est un peu plus
comment on peut dire, un peu plus complexe ou pas aussi blanc et noir, ça va être le visual design. Ouais. Parce que je pense qu'il y a une partie dans le visual design qui est assez subjectif et passion, en fait. Tu vois, c'est un muscle que tu peux grossir si tu passes du temps à essayer de comprendre. Tu vois, qu'est-ce qui fait que cette image elle est un peu plus jolie que cette autre image? Qu'est-ce qui fait que ces couleurs vont mieux marcher ensemble? Donc il y a de la théorie si tu veux, mais il y a aussi beaucoup de pratique. Ouais. Donc en général, si les gens sont engagés et veulent vraiment devenir meilleurs dans le visual design, je peux absolument les supporter et les aider à devenir meilleurs. Si les gens sont un peu moins engagés, parce que tu as plusieurs types de product designers et tu vois, et il faut un peu accommoder tous les styles des product designers. Tu as des product designers qui vont plutôt être j'adore tu vois, le côté logique, le côté sens commun, mais le visual c'est une couche de peinture. Oui, d'accord. Et donc shifter un petit peu, shifter le modèle mental de dire en fait tu sais c'est un tout quoi, faut pas prendre ces choses en silo, faut élever toutes ces choses en même temps plutôt qu'élever une chose et puis après élever l'autre. C'est quelque chose que tu dois faire en même temps en fait. Mais c'est intéressant parce que un des conseils entre guillemets, on va revenir sur la notion de conseil et tout, en management, c'est d'insister sur les qualités des gens plus que sur essayer de compenser leurs faiblesses. Absolument. Et mais du coup, dans un job de product designer, comme tu dis, il faut quand même être assez complet. Donc sur la partie visuelle, sur la compréhension du user experience, etc. Donc c'est un trade-off, un espèce d'équilibre. Si tu vois que le gars galère, après, s'il est product designer chez Facebook, je pense qu'il a quand même un certain niveau. Mais ça peut être compliqué effectivement d'aller tirer sur la partie la plus faible des gens, non? C'est un peu plus challenging, mais c'est aussi comme ça que les personnes passent au niveau supérieur en fait, tu vois. Qu'est-ce qui te bloque souvent? Ça va être que le truc que tu aimes faire et dans lequel tu es hyper fort, ça va être assez facile de devenir encore meilleur. Mais quels sont les vrais les growth areas les zones de développement, les zones de développement en fait qui vont vraiment impacter ta carrière et toi en tant que product designer. Ça va être bosser sur les trucs un peu chiants, quoi, sur les trucs que t'aimes pas forcément faire ou que tu values pas, et par démontrer la valeur que tu peux ajouter en devenant meilleur sur ces points-là. Je pense que ça va avoir plus d'impact pour la personne que de devenir, tu vois, je suis super bon en Origami Studio et j'ai appris à faire ce super advanced patch que 5 personnes chez Facebook arrivent à faire. C'est cool, tu vois, mais peut-être que si tu avais bossé sur ta communication, sur d'autres skills, genre comment parler à d'autres personnes, comment parler à des ingénieurs, comment bosser avec cette personne, comment rallier une équipe autour de toi, en fait, tu serais peut-être devenu plus un leader dans ton domaine et tu vois, du coup, passer au niveau supérieur, en fait, entre guillemets. Hyper intéressant. Deux questions que j'ai en tête là. Est-ce que tu développes chez Google, il y a le PDP, le plan de développement personnel. Il y a l'équivalent, tu développes ça avec chacun des product designers de ton équipe ou pas? Alors, n'étant pas vraiment académique, ça ressemble un peu à ça. Il y a des programmes comme ça chez Facebook, évidemment, mais c'est un peu ce style-là, quoi. C'est quelles sont tes qualités, quelles sont tes zones de développement, qui tu veux devenir, quoi. Tu vois, qu'est-ce qui t'intéresse de faire dans ton futur? Est-ce que tu veux devenir le meilleur prototyper ever? Est-ce que tu veux devenir un très bon product designer et balancer all around? Est-ce que le management t'intéresse? Et ça aussi, c'est hyper important parce que il y a des gens qui, tu vois, le management, ça les intéresse, mais ils sont un peu timides et ils n'arrivent pas forcément, tu vois. Donc, du coup, tu vas vachement plus passer du temps avec eux sur, ok, on va bosser sur ta communication, comment tu fais en sorte pour avoir un plan, être vu comme leader, créer un plan hyper bien structuré pour pouvoir communiquer avec un product manager. Si tu fais si tu montres à Zuckerberg, si tu fais une démo à Zuck et que tu vois ta communication elle est pas au top, même si tu montres le meilleur travail, il manquera quelque chose, quoi. Donc, comment bosser sur ces skills-là? Vous êtes amené à présenter ou pas? Oui. C'est assez régulièrement, surtout récemment. Donc, on a annoncé à F8 un gros redesign de Messenger. Ça a été un petit peu incubé dans mon équipe. D'accord. Et évidemment, quand tu fais un redesign de Messenger,
Oui. Tu peux pas faire ça, tu vois, en secret dans la cave, quoi. Il faut. Donc on a présenté vachement de fois à Marc. Les retours, c'est quoi? Est-ce qu'il est sur du ça m'intéresse de creuser. Est-ce que c'est quoi le genre de feedback qu'il donne typiquement? C'est hyper surprenant en fait. Hein. Donc au début, je pensais qu'il allait, tu vois, être. J'attendais pas ça de Marc. Je savais pas quoi attendre, mais j'attendais pas ça. Et il est bon. Déjà, il fait confiance à ses équipes, quoi. Tu vois, tu sens que quand tu fais une review avec lui, il va pas chercher le petit, tu vois, le petit détail. Il dit, ok, ça, je vous fais confiance. Vous allez le figurer. Vous allez le. Ouais, vous allez trouver quoi. Ouais, vous allez le faire et vous allez bien le faire, quoi. On vous paye, c'est pour ça. Et j'ai confiance en vous. Ces feedbacks vont être, tu vois, ça va être du top level, ça va être du vraiment high level en mode, ok, quelle est la stratégie, pourquoi on fait ça. Et il va arriver aussi à des détails un petit peu plus. Il est ingénieur à la base, tu vois, donc il va vraiment arriver et il a aussi développé le muscle d'être un petit peu produit, quoi, enfin le plus PM, product design, donc il va arriver à te dire, cette animation, est-ce qu'elle est optimisée, ce swipe, on dirait que c'est pas les bons physiques, etc. Tu vois, c'est hyper cool, quoi. Tu te dis, ok. C'est le réflexe. Qui connaît, quoi, tu vois. Le réflexe du gars qui avait l'habitude de faire, quoi. Exactement, ouais. Et donc c'est vraiment hyper intéressant de bosser avec lui parce qu'il va arriver à te donner des feedbacks hyper haut level, stratégie, pourquoi, est-ce que c'est le bon moment, comment ça marche dans l'écosystème Facebook, etc. Jusqu'au détail, quoi. Et non, vraiment, c'était hyper cool de bosser avec lui. Quand c'est comme ça, toi, t'as des product designers de ton équipe qui viennent avec toi, parce que ça peut être très, dans ces grandes entreprises, ça peut être très politique. Donc c'est en gros les chefs qui présentent aux autres chefs, etc. Est-ce qu'il n'y a pas cette culture? Est-ce que entre guillemets des petits product designers de ton équipe sont capables d'aller présenter à Mark Zuckerberg ou à une Sheryl Sandberg si ça l'intéresse, ou ça reste du domaine des boss? Alors, très très bonne question. La culture chez Facebook, c'est souvent la personne qui crée montre à Mark. Okay. Dans ces réunions, moi, mon but en tant que manager, c'est d'être transparent, quoi. Enfin, d'influencer quand il faut, mais d'être transparent quand il faut aussi, tu vois. C'est top. Hein. Et moi, j'ai pas fait le taf, quoi. Enfin, c'est pas moi qui fais le prototype, c'est pas moi qui ai designé le truc. Certes, j'ai peut-être pu influencer sur le produit, tu vois, en me disant, ok, ce serait cool d'avoir ça. Est-ce qu'on peut penser à ça? Influencer un petit peu, tu vois, derrière le rideau, mais le product designer qui a bossé sur le projet montrera à Cheryl, montrera à Marc, montrera à Chris Cox et sera dans la salle en train de défendre son truc, quoi. Ah ouais, c'est ok, ouais. Donc c'est un peu stressant pour la première fois. Je te cache pas que c'est un peu stressant. Tu prépares longtemps. Ouais, tu prépares pas mal avant, mais c'est assez rigolo parce que des fois tu te prépares énormément et en fait les meetings vont juste à la vitesse de la lumière, quoi. Tu vois, c'est genre ok, looks good. Le truc a duré 10 minutes, quoi, tu vois. Tu sais, t'as passé 3 jours à bosser dessus, 10 minutes après. Exactement, c'est le deck parfait avec les animations cool, les prototypes, tu vois, 60 FPS, le truc qui envoie du pâté. Et en fait, ça va plus vite que prévu, quoi. Mais ouais, et donc après, c'est aussi mon rôle de coacher les designers, tu vois, comment tu présentes, comment tu communiques, etc. Tu reviens souvent sur le fait que tu es autodidacte, etc. Là, typiquement, le management, ça te tombe pas du ciel, ça s'apprend aussi. Comment t'en es venu à ce niveau-là? Qu'est-ce que t'as fait? T'as eu du coaching? Alors, à l'époque, back in my day, il n'y avait pas forcément des tutoriaux internet et il y avait un truc qu'on appelle des livres. Ouais. Et ça existe encore. Ça existe encore. Et il y a vachement de livres très très bons sur le management. Je ne saurais pas te citer je les ai sur mon téléphone parce que je fais souvent des audiobooks, mais il y a pas mal de très bons livres sur le management qui t'expliquent les différents styles de management, comment comprendre les forces et les compétences des gens qui vont bosser pour toi, enfin avec toi. Ouais. Est-ce que c'est des gens est-ce qu'ils arrivent à faire la première phase du product design? Enfin, quels sont basiquement les skills qui auraient besoin d'être développés et comment tu vas les aider à développer ces skills-là, quoi, et à identifier ces skills-là. Et une autre chose qui m'a vachement passionné et j'ai passé pas mal de temps, c'est le langage non verbal, en fait. Tu sais, c'est comment tu communiques avec les gens
sans vraiment parler. Et ça m'a vachement aidé dans mon style de management parce que, pour deux grosses raisons. La première raison, ça va être que quand tu vas être dans une pièce avec une ou plusieurs personnes, tu vas être plus attentif à ces signes-là. Et donc, tu vas moins parler, tu vas plus être dans l'écoute, en fait. Et très bizarrement, tu sais, pour quoter un grand philosophe de nos temps, tu vas être plus aware. D'accord, on y revient. Ok, Jean-Claude, merci. Et donc, ouais, c'est aussi simple que ça. C'est vrai que tu vas être plus à l'attention de ce que les gens font, leurs signes. Ok, je vais croiser mes jambes et je vais croiser mes bras. T'es clairement dans une position un petit peu plus défensive. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas essayer de débloquer cette situation. Et plus tu parles avec cette personne et plus tu vas essayer de comprendre, plus tu vas voir son langage non verbal se débloquer. Ok, en fait, maintenant mes bras, je vais les déposer sur mes bras, sur mes jambes. Je vais débloquer mes pieds. Je vais avoir plus de eye contact. Je vais plus regarder. Je vais moins regarder en l'air, moins regarder en bas, etc., etc. Ok, tout le non-verbal qui te permet de t'exprimer correctement. Mais c'est hyper passionnant. Enfin, moi, j'ai écouté, je sais pas, une dizaine de livres là-dessus, mais c'est vraiment fascinant, quoi. Des mecs, j'ai mon meilleur ami d'enfance qui a passé pas mal de temps à jouer au poker. Ouais. Et en fait, il était là-dessus, mais avant tout le monde, quoi. Tu sais, c'est les tells, comme ils appellent ça. Et en gros, il me disait, ouais, mais il s'est passionné par ça. Il m'a filé un bouquin. C'était un ex-agent du FBI. Sérieux? Et en gros, le bouquin, c'est un gars qui partage un petit peu ses expériences quand il faisait, comment on dit, pas les audiences, les interrogatoires. Les interrogatoires, en fait. C'est ouf. Ah ouais. Et tu dis, putain, c'est incroyable, quoi, parce que c'est vraiment, et le mec a extrait, genre, je sais pas, quelques principes plus ou moins génériques et quelques règles, et c'est ouf, ouais, c'est vraiment ouf. Alors, ce bouquin est incroyable. D'après le livre du mec du FBI, tu es en train de me mentir. Ouais, non, mais c'est un peu l'idée, quoi. Ah, c'est incroyable, ça. Après ça demande énormément de pratique, mais sans aller jusqu'à là, tu me mens, mais je vois que tu es en stress, donc je vais adapter tu vois, si je te donne une info et je vois immédiatement que tu es en stress, je vais pas pile up et je vais pas, tu vois, encore qu'en rajouter, tu vois, je vais essayer de diffuser le truc, je vais essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe qui fait que tu sois en stress, en fait, et comment je peux t'aider à te sentir mieux. Et c'est intéressant parce que j'avais interviewé Julien Pelletier, qui est directeur product design chez Itch, et je disais quel genre de manager tu es, et il me disait, lui, il a besoin de manager par l'exemple. Donc il a besoin d'avoir les mains dans le cambouis, il a besoin de faire, et pour être reconnu, en gros, on dit, je peux pas te donner des conseils si je suis pas moi-même capable de. Un expert, ouais. Voilà, un expert. Et de ce que j'entends, t'es en retrait et t'es vraiment plus sur le comment je peux t'aider à toi te développer, mais je vais pas faire à ta place. On est d'accord? Absolument. Ok. Ah, c'est intéressant. Disons que, enfin après je pense que t'as vraiment différents styles de management. Ouais. Par mon expérience, si je me remets sur Sketch, je vais être vachement plus lent que la personne, mais parce que tu perds un peu évidemment. Mais les fondations en visual design, en product design, product thinking, interaction, je les ai toujours, elles sont pas parties, tu vois. Donc, je vais connaître la réponse, mais qu'est-ce que, tu sais, c'est toujours un petit peu, est-ce que tu vas apprendre à la personne, est-ce que tu vas donner à la personne le poisson, ou est-ce que tu vas lui apprendre à pêcher, tu vois. Exactement. Et je pense que donner le poisson, c'est cool, mais qu'est-ce que la personne va retirer de cette expérience? En fait, elle va dire, ah, ok, j'ai la solution, cool, je passe à autre chose, tu vois. Exactement. Tandis que si tu vas la faire réfléchir un petit peu en lui demandant, en la challengeant un peu, ok, est-ce que tu as exploré cet angle-là? Est-ce que tu as exploré cet angle-là? À quoi ça ressemble? Elle va dire, en fait, j'ai exploré un truc. Et apparemment, il y a d'autres choses à explorer. Ok, je vais retourner à mon bureau, je vais retourner dans Sketch et je vais explorer ces choses-là. Ouais. Et ce qui est un peu aussi le rôle de la critique, en fait, des critiques qu'on a dans mon équipe. Ouais. C'est ce process de comment tu donnes des feedbacks aux gens, quoi. C'est que tu peux détailler un peu pour les gens qui connaissent pas forcément. Ça consiste en quoi une critique chez Facebook? Donc en gros, tout le monde travaille sur quelque chose. Plus les équipes grandissent et plus c'est dur d'avoir de la visibilité sur
ce sur quoi tout le monde travaille. Oui. Et en tant que designer, on a besoin de feedback. On en a parlé un petit peu plus tôt pendant l'interview. Oui. Dribbble était à l'époque un très bon moyen. Maintenant, on a des Discord qui sont vachement bien pour ça. Voilà, c'est un petit peu cette relation de mentor ou quelqu'un qui est plus expérimenté ou peut-être quelqu'un qui a un autre point de vue va me donner des feedbacks. Et donc on a ce meeting. On a décidé avec l'équipe de managers d'en avoir un tous les jours en fait. Tous les jours. Ah ouais. Tous les jours. Ouais. Okay. L'équipe est hyper grande en fait, donc on manquait d'espace, on manquait de temps, donc on s'est dit on va en faire une tous les jours. Donc si tu veux montrer ton travail. L'espèce pas de règle mais de recommandation, c'est montre ton travail assez tôt, quel que soit l'état, et montre-le régulièrement en fait. Donc plus les gens deviennent seniors et moins cette règle s'applique, mais c'est une espèce de recommandation qu'on essaye de faire et qu'on dit montre ton travail assez tôt, comme ça nous on peut identifier, on peut bosser avec toi sur comment l'améliorer. Ouais. Et du coup ton travail sera vachement plus rapide, c'est un peu le 10 esprits dans une pièce vont aider vachement plus qu'un esprit tout seul pendant une semaine, tu vois. Et c'est cette idée d'aider la personne à grandir aussi. Donc un critique, c'est un produit designer va montrer, va être dans cette pièce-là. C'est un petit peu intimidant au début, mais on essaie de faire tout notre possible pour casser un petit peu pas ces tabous, mais ces barrières, tu sais, cette crainte d'être jugé, ouais. Voilà, c'est ça, tu sais, c'est comment ça s'appelle, Star Academy ou je sais pas, tu vois, tu viens dans une pièce et tu sors de la maison des secrets, tu vois, non, oui. c'est pas l'idée, quoi. L'idée, c'est vraiment, tu viens dans la pièce, tu montes ton travail et le but, c'est que tu ressortes enrichi de très bons feedbacks qui vont te permettre d'avancer encore plus rapidement et de grandir en tant que designer. Donc la personne va rentrer dans cette pièce, va juste, tu vois, plugger son ordinateur à la télé, on va regarder le travail ensemble. Et le process, souvent dans les critiques, c'est quel est le but de ce que je vais montrer, quelle est l'étape où j'en suis, et voilà le style de feedback que j'attends. Okay. Donc c'est un système hyper simple, hein. C'est comme ça. Ça dure combien de temps par personne? Une demi-heure en principe par personne. Il y a des projets qui vont être 15 minutes, une demi-heure. Il y en a qui vont être hyper gros parce que il y a énormément de product thinking et qui vont être ramifiés à des systèmes, tu vois, qui vont impacter plusieurs piliers. Donc ça en prend en principe un peu plus longtemps. Mais en général, ça va assez vite. Et du coup, on discute, la personne présente son travail, donne un peu plus de contexte pour les gens qui n'auraient pas de contexte par rapport au travail. Donc, ok, je bosse sur réaction. On pense que ce serait une super feature à avoir dans Messenger parce que les gens se permettraient de s'exprimer plus facilement, permettraient d'envoyer des messages d'une autre façon que vraiment, tu vois, pure textuelle, purement textuelle. J'en suis à la phase où je commence à regarder cette feature-là. Et le style de feedback que je vais attendre, c'est purement interaction, en fait. Okay. Est-ce que c'est la bonne interaction qui va bien? Est-ce que c'est est-ce que c'est le bon type d'interaction? Et donc après, tous les designers dans la pièce vont essayer de dire ok, d'accord, ils vont poser des questions en fait, c'est beaucoup de poser des questions, tu vois. Ah d'accord, ça c'est pas mal, j'ai bien aimé le numéro 2. Qu'est-ce qui t'a poussé à explorer ce truc-là? Est-ce que tu as essayé d'explorer ça? Tu devrais regarder cette app, elle a cette petite interaction qui est hyper cool, peut-être que ça vaut le coup de regarder. C'est hyper collaboratif, ouais. C'est hyper collaboratif, c'est vraiment le but. C'est pas dire ton travail est nul. Ouais, bien sûr. Mais ça évite aussi le côté égo mal placé de regarder à quel point ce que je fais c'est top, quoi. Ouais, exactement, ouais. C'est juste, on est tous des product designers et on veut tous, tu vois, devenir meilleurs. C'est un peu l'idée, c'est que quand on vient dans des critiques, il faut ressortir avec des bons feedbacks et il faut faut pas ressortir stressé ou dépité ou tu vois démoli par la critique, quoi. Ouais, ça doit être une énergie positive qui t'aide à ok, j'y retourne et j'ai des pistes pour avancer, quoi. Absolument, et des fois c'est comme ça que tu identifies des opportunités aussi. La personne montre un truc et montre peut-être une feature et te montre un nouveau component, tu vois, qu'on n'a jamais utilisé avant et on te dit mais ok, pourquoi t'as pas utilisé ce component
par défaut qu'on a créé dans notre kit Messenger, etc. Ouais. Et la personne va dire ah mais parce qu'en fait je bosse sur ça. Et là quelqu'un d'autre dans la pièce va dire ah mais attends mais c'est super parce que moi je bosse sur cette feature là. Est-ce qu'on pourrait pas bosser ensemble pour tu vois faire en sorte que ce component scale en système et je sais que machin il travaille sur ça aussi et ça arrive énormément et ces discussions là ces connexions et ces discussions là n'arrivent jamais et ne peuvent pas arriver si tu n'as pas un espace collaboratif en fait. D'accord. Chaque product designer travaille sur une feature en particulier. C'est quoi le découpage? Comment ça une fonctionne? feature donc chez Messenger on a des piliers. Moi, je manage Core et comment expliquer ça d'une façon simple. En gros, ouais, chaque pilier a une aire de travail. Core, on va vachement bosser sur tout le système en fait, l'approche holistique de l'app. Chaque fois qu'on change quelque chose dans l'app, est-ce que ça a du sens? On supporte vachement de design tools, donc on a quelque chose à l'intérieur qui s'appelle Messenger Interface Guidelines. C'est comme un design system? C'est un design system, voilà, tout simplement. Et donc, on maintient et on évolue ce design system, ce qui nous permet de faire des choses comme ces gros redesigns comme on est sur lesquels on est en train de bosser. Ça va sortir quand? On ne sait pas trop encore, mais on travaille d'arrache-pied. C'est déjà dans l'app. Enfin, moi, je l'ai sur mon téléphone. Ça existe déjà. Hein. C'est assez abouti. Mais on travaille vraiment d'arrache-pied pour essayer de sortir quelque chose de bien. Et on veut que cette version soit propre et polish, quoi. On veut un standard de qualité. On se défie nous-mêmes à atteindre un standard de qualité qui soit irréprochable. Parce que c'était c'est effectivement un des reproches pour parler un peu de Facebook Messenger de manière générale qui était fait à Messenger de l'interface devient de plus en plus cluttered, il y a trop d'options dans tous les sens, etc. Revenez à plus simple. Et absolument. Ouais. Ok. Un des gros thèmes en fait de ce redesign, c'est en tant que compagnie, on a compris que, enfin en tant que tu vois, Messenger, quand tu grossis, tu veux essayer plein de choses parce que avoir un réseau comme ça où tout le monde est connecté, où tu parles à ta famille, tu parles à tout le monde, il y a énormément de features qui te viennent à l'idée, quoi. Et quand tu mets beaucoup de gens créatifs dans un même espace, bah ok, attends, mais on peut peut-être jouer à des jeux. Ah, mais c'est génial, mais attends, on peut faire des bots. Ah, mais attends, on peut faire des mini-apps dans l'app. Tu peux vraiment te perdre dans les choses qui te passionnent. Et je pense qu'un gros focus pour nous, ça a été, ok, tout ça c'est hyper cool. On peut l'explorer, mais il faut des fondations solides pour ensuite pouvoir tester ces choses-là de manière un peu plus saine, en fait. Et en tant que product designer, tu sais, tu as toujours ce trade-off entre business et user. Exactement. On n'a pas du tout parlé de business ou data dans les décisions qui sont prises côté product design. Est-ce que c'est quelque chose qui est important? Est-ce que tu as toujours le doigt sur les chiffres, les stats, ou pas du tout? Chez Facebook, il y a beaucoup de... On veut avoir le maximum de données, telles qu'elles soient, quantitatives ou qualitatives, pour essayer de comprendre un peu mieux ce que font les utilisateurs et créer les meilleurs produits possibles. Donc il y a très clairement une influence des données, mais ça ne va pas. Ça va être un point de référence. Ça va être, tu vois, un feedback en plus. Le design n'est pas drivé par la data. Non, enfin. D'une certaine manière, un peu. Quand on a des utilisateurs dans une pièce et qui nous disent ça j'aime, ça j'adore, ça j'aime un peu moins, bah, évidemment, on va se dire bon, bah, peut-être qu'on va, tu vois, on va orienter notre travail sur ce que les gens aiment bien et l'améliorer et le faire encore meilleur. Après, le pure data, chiffre, donc quantitatif, ça va être l'outil le plus rapide pour te donner une bird eye view, une vue globale de ce qui se passe. Donc c'est des signaux hyper forts, c'est des signaux auxquels on regarde de manière très proche, mais ça ne va pas influer la stratégie globale de notre produit. Mais c'est très clairement un point de données qui nous intéresse. Intéressant, ouais. Je me suis intéressé pas mal de temps à WeChat.
Et ma question toute simple, c'est est-ce que Facebook Messenger veut devenir un WeChat occidental ou pas ? Très bonne question. Je pense que quand tu crées une application de messagerie pour un marché spécifique, tu l'approches de différentes façons. Pour le marché un petit peu plus Asie, etc., les gens n'ont pas la même relation avec le design produit et les produits qu'ils ont sur leur téléphone que d'autres pays. Messenger est hyper fort et hyper reconnu dans beaucoup de pays, mais un peu moins en Asie, parce que WeChat est juste parfait, quoi. Enfin, ça marche, ça domine pour eux, ça marche pour eux, et c'est super, tu vois. On n'essaye clairement pas de répliquer un WeChat occidental, ou je sais pas comment on dit, mais c'est clairement pas dans notre attention parce que chacun a ses forces et on essaie plus de bosser sur nos forces et voilà, devenir meilleur dans ces domaines-là. On est à fond sur faire en sorte que les gens passent du temps ensemble, faire en sorte que on puisse donner des super pouvoirs aux gens pour passer plus de temps ensemble et être ce lien entre j'utilise Messenger et du coup juste parce que j'utilise Messenger et que j'ai pu créer un poll ou que j'ai pu partager ma localisation, on peut aller se boire une bière ensemble. Juste tu mets ta live location, je mets ma live location, on se retrouve ensemble, on peut faire un plan sur Messenger, la connexion. C'est vraiment nous on veut vraiment faire en sorte que ce lien en soit une passerelle pour que les gens passent plus de temps ensemble. D'accord, c'est intéressant. Toi, dans ton équipe de 10 personnes, tu as recruté des product designers ou pas ? Le recrutement est constant. Ça fait partie de ma journée. D'accord. C'est quoi que tu recherches dans un product designer ? Quelles sont les qualités humaines ? Pas forcément les compétences, on s'en fout. C'est plus les qualités humaines. Qu'est-ce que tu recherches, toi ? Pour moi, la première... pas la première, ce sera pas dans l'ordre de préférence, mais être humble, être empathique et être self-aware. En fait, je pense que c'est vraiment les trois choses pour moi qui comptent énormément quand j'interviewe des gens. Humble, ça va être je sais pas si c'est vraiment quelque chose que je regarde particulièrement, mais c'est quelque chose que je pense tous les product designers doivent avoir. C'est je vais pouvoir parler à d'autres personnes. Même si je sais que je suis peut-être un peu plus compétent en visual design, je vais pas faire le coq et je vais pas, essayer de rabaisser les autres pour paraître encore plus important. Après, ça vient de mon éducation aussi. Je trouve que c'est le genre de personnes avec lesquelles j'ai le plus envie de bosser. Et c'est un trait général avec, si tu es humble, les gens vont reconnaître ça et vont avoir envie de bosser avec toi plus que si t'es l'opposé de humble. C'est un signe d'intelligence, généralement. C'est un signe d'intelligence, c'est humilité, c'est ce genre de compétences. Le deuxième, empathie, ça va être vraiment la partie où je peux travailler en équipe, en fait. Ça va être, si quelqu'un me parle, j'ai la compétence de me mettre à sa place et de comprendre pourquoi ce que je vais dire la blesse ou... si la personne ne va pas bien, je vais pas dire, je vais comprendre sa situation et je vais essayer d'aider en fait. Je vais être proactif pour aider et je vais être proactif pour aider le côté humain en fait. Et la self-aware, je sais pas ce que c'est en français self-aware. C'est mystérieux pour moi, c'est pour ça en fait. J'attends de voir ce que tu vas décrire. C'est le niveau supérieur de Jean-Claude Van Damme, quoi. C'est Jean-Claude Van Damme 2008. Après le aware, c'est le self-aware. C'est ça. Self-aware, c'est comprendre qui tu es en fait. Quelles sont tes forces, quelles sont se connaître. Quelles sont être réaliste. Je pense que ça va être plus la description de self-aware. Donc, je vais pas te dire je suis le meilleur prototypeur alors que j'ai fait un jour de InVision, tu vois. D'accord. Si la personne elle te montre son prototype sur InVision, je dis pas qu'InVision c'est mal, mais si elle te montre un prototype pas forcément ouf et que elle te dit pour moi ça c'est ma plus grosse force, tu vas dire peut-être qu'il y a un problème de self-awareness, quoi. Tu vois, peut-être que si tu identifies ça chez la personne,
tu vois, c'est pas un trait, c'est pas un mauvais trait, c'est pas la personne n'est pas une mauvaise personne à cause de ça, mais ça va être un petit peu plus dur de bosser avec cette personne pour essayer de la faire évoluer, tu vois. Si la personne pense que c'est la meilleure en prototyping, alors que toi tu penses qu'elle a un gap et qu'elle a une ère de progression assez importante et que tu aimerais l'aider là-dessus, la conversation va être bizarre très rapidement en fait. Ouais, je comprends. Et tu vois, je m'attendais à une autre qualité. C'est intéressant. La curiosité, non? Alors après, oui, je pense que j'en ai oublié plusieurs effectivement. Curiosité, mais je engloberais ça dans une autre qualité qui pour moi en fait peut-être compte plus que toutes les autres. Ouais. C'est ce côté passionné en fait. Les meilleurs product designers, les meilleurs product designers avec lesquels j'ai bossé, c'est des gens qui étaient passionnés par le métier en fait, qui étaient passionnés par devenir meilleurs, passionnés par et c'est là où c'est que la curiosité a une importance capitale, c'est que la personne qui va rentrer chez elle, qui va dire ah il y a Framer X qui est sorti, ok. Je vais passer 2-3 heures ce soir parce que c'est un truc de ouf, il y a des capacités incroyables, j'ai envie de comprendre et de devenir meilleur, de m'améliorer. Ça c'est une qualité qui est fondamentale pour moi parce que c'est ce qui va faire la différence pour la personne, pour le succès de la personne elle-même en fait. Si tu veux, si tu es passionné par défaut, tu auras plus de chances d'avoir une carrière et d'avoir du succès Ouais. Dans ta carrière et d'évoluer assez rapidement et de faire des choses de plus en plus importantes et de plus en plus impactful. C'est parce que t'as ce driver qui est constamment derrière et c'est ce petit moteur qui va te pousser, tu vois, à faire l'extra mile, à être extra polish. Il y a des gens dans mon équipe qui ont appris à coder en Swift en fait, et du coup, ça leur apporte des atouts incroyables en fait, parce qu'ils vont pouvoir aller parler avec des ingénieurs et ils vont discuter, tu vois, ah ouais mais cette animation en fait je l'ai fait en Swift, alors je sais pas si c'est exactement comme ça qu'il faut la faire mais regarde c'est vachement fluide, est-ce que tu crois que c'est possible de faire ça dans l'app? Génial. Et l'ingénieur va être, tu vois, du coup, tu n'as plus le même rapport et plus les mêmes discussions. L'ingénieur va te dire ah ouais, c'est cool ce que tu as fait. Tu vois, ça va le teaser un peu aussi. Il va se sentir challengé et motivé, quoi. Et c'est ce fuel qu'il faut entretenir. C'est comme ça que tu arrives à faire des trucs, des produits hyper polish, hyper bien pensés, des petits détails, tu vois. C'est ces petits delight moments où t'as pas forcément besoin de le faire pour que l'application ait du succès, mais c'est parce que tu cares, en fait. Comment on dit, tu cares, tu t'investis tellement que le moindre détail est important pour toi, quoi. Absolument. Et du coup, le fait que tu, pour toi, c'est quelque chose d'important, tu vas arriver à faire la différence, en fait. Du coup, il y a le côté, c'est un truc qui revient souvent, c'est le attention to details. Absolument. Ouais, il y a ce côté. C'est une des conséquences de ce côté passionné. C'est tu vas y aller à fond, tu vas investiguer, tu vas être curieux, et puis tu vas aller jusque dans le moindre petit truc possible, imaginable, où tu vois une opportunité potentiellement d'améliorer et de faire d'autres choses, quoi. Absolument. Et c'est vrai que il y a plusieurs types de personnes. Tu vois, il y a des gens qui, et c'est ni bien ou mal, mais c'est juste de fait, quoi. Tout le monde est différent et il y a des gens qui vont être dans le product design parce que tu peux faire de l'argent ou tu vois, ils ont fait des études qui correspondent à ça. Mais t'as d'autres personnes qui vont être là parce que c'est leur kiff, quoi. C'est le truc, ils rêvent de ça le soir au lieu de jouer aux jeux vidéo ou de faire autre chose, ou ils vont encore continuer à créer d'autres choses, ils vont être curieux par rapport à des technologies, par rapport à des techniques. À quel point tu l'as dit plusieurs fois là dans notre discussion, le côté autodidacte. Ça te travaille encore aujourd'hui? Parce que avec ton niveau que ce soit un driver pour continuer à être passionné comme tu l'es, mais est-ce que ça te travaille, perturbe dans ton environnement professionnel ou pas? Alors, perturbé, je sais pas. Je pense que on va être le style de personne un peu angoissé facilement, pas stressé facilement, mais angoissé facilement parce que on a cette attention du détail et on regarde tout, on veut que tout soit parfait. On veut pas tout contrôler, mais on veut que, tu vois, on veut sortir le meilleur possible, quoi. On veut être fier du travail qu'on fait. Après, non, je pense pas que ça me, je sais pas, je pense pas que ça m'impacte tant que ça. Pour moi, c'est clairement un driver, quoi. C'est le jour où j'aurai plus cette curiosité, ça va être compliqué, quoi. Ouais.
Cette curiosité, je l'ai encore dans le product design, je l'ai dans le management maintenant. Je l'ai toujours dans le product design, quoi. J'ai embêté Cohen le jour de la sortie de FramerX pour avoir une bêta parce que je voulais mettre mon nez dedans, je voulais savoir comment ça marche. Je suis toujours hyper intéressé. Je veux que pour mon équipe, on commence à apprendre le React, qu'on commence à mettre le nez un petit peu plus, tu vois, dans Framer. Et est-ce que ça a un futur? Je pense que ça peut. À chaque nouvel outil et plus c'est proche de ce que nous, les designers, on sait faire et on peut faire, notre travail n'en sera que meilleur, en fait. Et donc, encore une fois, ce diminishing return, en visual design, tu peux toujours t'améliorer, mais ça va être peut-être aussi un outil qui va t'aider à débloquer, tu vois, le palier supérieur, quoi. Et donc, moi, je suis toujours passionné, je rentre le soir, je suis sur j'essaie de faire du Framer, j'essaie de comprendre comment ça marche. Après, moi, ce qui me passionne vraiment, c'est vraiment la 3D et créer ces super images. Créer de jolies images. Mais, c'est juste, c'est aussi un exutoire, enfin, pas un exutoire, mais, tu vois, une façon de décompresser, quoi. Ouais. Le soir, je vais des fois, le matin, je vais au sport, mais le soir, quand je rentre du taf, j'aime bien un peu me caler devant le logiciel 3D et essayer de créer une nouvelle image. Profites-en tant que t'es pas encore papa. Après, ça va être compliqué. Profite. J'ai ouï dire. Sur cette partie, tu as testé les lunettes Magic Leap ou pas? J'ai pas encore testé Magic Leap. J'ai un pote qui les a et je vais le contacter pour essayer de tester. Il me tarde en fait d'essayer parce que c'était vraiment le gros Vaporware pendant un très grand moment. Et il te sortait toutes ces vidéos incroyables. Je pense que le matos est assez puissant. Je pense que l'expérience, ça va être du HoloLens un peu plus peut-être. À voir. J'ai pas encore. J'ai vu des feedbacks, j'ai vu des vidéos. Ça va pas être le game changer, mais encore une fois, plus de gens vont être amenés à créer ce genre de produit et à essayer de créer le meilleur produit. Qu'est-ce que l'iPhone dans le monde de la VR? À quoi ça ressemble? Pour l'instant, on est tous sur des Nokia 3210, mais exactement, mais qu'importe soit la contribution, ça fait avancer le train, quoi. Google et Apple et même Facebook ont quand même à peu près la même fil conducteur, quoi. On sait que AR, ça peut être un game changer. On sait pas ce que c'est encore. Il n'y a pas de success story avec le AR. On sait que ça peut être un game changer. Donc il faut le supporter c'est toujours un peu pareil, quoi. Tu crées une plateforme et tu crées les outils pour que les gens puissent essayer des choses. Et il y a un jour, dans quelques mois, dans quelques années, il y a quelqu'un qui va sortir un truc en AR et tout le monde va dire putain, mais c'est ça c'est ça la clé, quoi. C'est comme ça que ça doit être utilisé. Et à partir de là, tu vois, les choses vont se dupliquer et les success stories vont se dupliquer. Mais il faut cette première success story, cette première application. Il y a déjà des trucs hyper cool, mais ça reste assez gimmicky, tu vois. Je regarde les étoiles et je vois les comètes, les constellations. C'est incroyable. Ma femme, elle a testé ça, elle était ouf. Elle me dit, putain, mais c'est ouf. Mais c'est vrai que c'est magique, tu vois, c'est vraiment magique. Mais ça c'est magique en termes d'apprentissage. Tu vois, apprendre aux enfants en regardant les constellations, ça a pas de valeur. Hein. Ah ouais, mais c'est incroyable. Un des moments que j'ai le plus apprécié en étant chez Daydream, c'était en bossant pour Cardboard, en fait. Et alors, c'est juste phénoménal. C'est du carton, quoi. Enfin, on est d'accord. C'est du carton et un peu de verre. Donc, il y a rien, quoi. Il y a un aimant, un truc en fer et puis c'est plié, tu vois. Mais en fait, quand tu amènes ça dans les écoles et des enfants qui n'ont pas forcément accès à aller dans les aquariums, qui peuvent pas aller à la mer, qui peuvent pas aller à l'océan, qui peuvent pas visiter les trucs, qui n'ont pas accès à la culture, mais juste voir leur réaction, je te jure, c'est sans faire dans le sentimentalisme, dans le sentimentalisme, mais c'est clair que tu te dis putain, c'est cool, quoi. Les gosses, ils nagent avec des requins. Ah, le requin. Tu sais, t'as un petit truc où ça fait un petit peu peur. Ils sont là. Ah, mais c'est fou, quoi. Tu te dis, le gosse a jamais vu de requin de sa vie, ou tu vois, et du coup, il est aussi près qu'il peut l'être. Et puis, le truc le plus incroyable, c'est l'éducation, quoi. Je pense que c'est là où c'est qu'il y a vraiment énormément de choses à faire. Oui, je crois que j'avais lu dans un de tes articles où t'expliquais que potentiellement,
Admettons, on se projette d'avoir la capacité de regarder des artistes. C'était Van Gogh, tu citais Van Gogh. De se dire, voilà, t'es dans un environnement complètement immergé et t'as un artiste à côté de toi qui te reprend sur ta façon de peindre ou quoi, et d'arriver à ce niveau-là, ce serait juste incroyable, effectivement. Ouais. Mais c'est pas si loin que ça, si tu réfléchis, tu sais, on a tout, enfin, c'est des pièces de Lego, en fait, hein, il faut juste le faire, quoi, enfin, entre guillemets, il faut juste le faire. Mais c'est vrai que, ouais, bah, on devient vachement plus fort en intelligence artificielle, on comprend, on arrive à déconstruire les techniques de Van Gogh, comment il a fait tu vois, ses coups de pinceau, pourquoi ces couleurs-là, ces techniques, on les connaît, ça devient vachement connu. Et ouais, si tu mets toutes ces pièces de Lego ensemble, pour l'apprentissage, ça peut débloquer, encore une fois, tu vois, on en parlait de cette learning curve où il faut toujours apprendre, enfin, c'est toujours cette curiosité, j'apprends des meilleurs. Bah ouais, si tu vas apprendre à peindre avec le style et si tu apprends la peinture, bah, si Van Gogh il va t'expliquer comment. Via une intelligence artificielle, c'est ça dingue. Ouais, via une intelligence artificielle, tu vois. Apprends à écrire comme Hemingway, quoi. Vas-y. Ouais, mais tu vois, ça peut être incroyable. Apprends à sculpter, ou enfin, et je pense que, ouais, c'est pour moi l'apprentissage et l'éducation, c'est chaque fois que je pense à la VR et AR, pour moi c'est le premier endroit, enfin. Ouais. Mis à part le porn, mais ils sont déjà dedans, ils y sont déjà. Ouais, évidemment, c'est la première industrie à sauter sur le truc. Exactement. Mais ouais, l'éducation, c'est juste, tu peux vraiment débloquer des choses et des carrières, quoi. Des gens qui ont pas forcément accès à ces choses-là. Tu leur mets un cardboard avec Hemingway, ou tu vois, tu peux arriver à passionner des gens pour des choses qui n'auraient pas accès. Là, tu as un discours résolument positif. Je me souviens d'avoir lu et surtout vu ton condensé, j'invite les gens à aller regarder, le condensé de vidéos sur les short vidéos dystopiennes de l'avenir. Tu sors de là, t'as envie de te tirer une balle. Ça, si vous êtes un peu fatigué, allez pas regarder cet article. Ouais, c'est pas le meilleur. C'est flippant. Enfin, je pense que c'est assez symptomatique. Tu termines avec Black Mirror. Voilà, Black Mirror, ouais. C'est un peu l'idée du Black Mirror, les mecs, ce que nous réserve l'avenir, quoi. Ouais, je sais pas toi, mais Black Mirror, moi, il me faut un mois pour décompresser et pour décompresser d'un épisode, quoi. Ah bah ouais. Ils arrivent à te mettre dans une espèce de malaise. C'est dur, quoi. Bah c'est le côté, c'est le moment où ça dérape, le moment où l'utilisation de la techno dérape, quoi. Exactement, mais ce qui est hyper flippant, c'est que franchement, j'adorerais être dans leur brainstorming session, quoi, d'être avec eux. Comment les mecs ils arrivent à avoir ces idées, parce que ils sont hyper forts entre. C'est pas Matrix, tu sais, tu vois le truc, tu dis ok, cool, quoi. Et Black Mirror, c'est genre demain, si tu utilises trop Instagram, voilà ce qui va se passer. Exactement, c'est ok. C'est potentiellement j'en sais rien, mais faire appel à des futuristes en disant ok, aujourd'hui on est là, demain, mais pas dans un horizon 30 ans, horizon 5-10 ans, voilà. Absolument. Et ton parti pris, ton point de départ, c'est dire on a cette technologie qui est géniale, maintenant on se met en mode qu'est-ce qui se passe si elle déconne. Tu sais, c'est comme les hackers. Exactement. La première chose à laquelle il va penser, c'est comment contourner. Quelles sont les failles, c'est un peu le même il doit avoir des hackers, je pense. Exactement. Bon, ayant une vision beaucoup plus positive du futur de la techno avec l'utilisation de la VR pour l'éducation, et ça c'est... Quand on est aussi senior que toi, c'est quoi les prochaines étapes? T'aspires à quoi là? Très bonne question. Je vais où le vent me mène. Non, je pense que... je pense qu'il n'y a jamais... il y a jamais de vraiment très senior, quoi. Pour moi, je suis toujours junior en quelque chose, tu vois. Ouais. Et pour moi, je pense que les prochaines étapes, c'est identifier sur quoi je suis junior et devenir meilleur dans ces domaines-là. On parlait de la 3D, on parlait du management, on parlait d'autres choses, mais il y a toujours pour moi un gap de progression dans ces deux domaines. Tu t'arrêteras jamais alors. Ouais, mais mais je pense que après c'est là où c'est qu'on parlait des personnalités. Le jour où je rentre chez moi et j'ai pas trop envie de créer quelque chose, ou mon cerveau quand je suis sous la douche, il pense pas à quelque chose, à un produit, à comment, tu vois, à réfléchir. Je sais vraiment pas ce que je ferais, quoi. Enfin, tu vois, c'est une dynamique, quoi. C'est une dynamique pour moi. Ah, c'est top. Et une dernière question un peu farfelue mais que j'aime beaucoup. Est-ce que tu as un tic
Ou une habitude un peu inhabituelle, étrange ou absurde? Ouais, je suis coupable. Mon bureau, il n'y a rien sur mon bureau et il est tout le temps très très propre. Ouais, tu sais, j'aime travailler dans un espace juste au boulot. Je pense qu'il n'y a pas une semaine où quelqu'un vient à mon bureau et me dit: ah, il est propre ton bureau, je devrais faire pareil. Non, mais laisse tomber, t'as pas envie de faire pareil parce que c'est. Mais attends, je suis exactement comme toi. Exactement comme toi. J'ai besoin que ce soit, mais tu sais, c'est le zen japonais, quoi. Je ne veux rien. C'est trop ça. Ça me perturbe. Ouais, mais pareil, et puis tu vois, c'est aussi un reflet de ton état psychologique, quoi. Une fois, enfin, c'est un exutoire, tu vois, tu fais le ménage chez toi, c'est propre, t'es juste trop bien, quoi. Tu dis, bon, ben, ok, c'est bon, quoi. Tu sais, t'as aussi nettoyé ton esprit en même temps, tu vois, c'est un peu le. Ah putain, on va passer pour des fous, quoi. Ben, merci encore. Merci beaucoup, Jean-Marc. Super, merci à toi, hein, c'était hyper cool. Voilà, c'est tout pour la French Touch. Alors avant de vous quitter, quelques petites choses. Encore merci à Jean-Marc pour son temps et pour son retour d'expérience. Vous pouvez retrouver sur Twitter sous le pseudo JMDenisme, JMDENISME, ou directement sur son site web jmd.im. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver toutes les références, les outils, les personnes qui sont citées dans l'épisode par Jean-Marc et par moi-même. Pour cela, il vous suffit d'aller directement sur le descriptif du podcast, sur l'appli de votre choix, vous cliquez dessus et vous serez redirigé directement vers le site La French Touch. Si vous souhaitez me contacter pour me poser des questions, me proposer des nouveaux invités ou juste me faire un feedback, vous pouvez le faire directement sur Twitter ou Instagram. Le pseudo, c'est La French Touch FM, tout attaché. Alors je veux prendre à nouveau un peu de temps pour vraiment vous remercier d'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que l'épisode vous a surtout plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, vous pouvez me le dire en me mettant un petit commentaire ou une note, 5 étoiles de préférence sur iTunes. Ça motive beaucoup et ça aide à faire connaître le podcast. Voilà, merci pour tout et à très vite pour un nouvel épisode de la French Touch.